Eh bien, merci à vous d'être venus. Je pense que vous vous attendez à certains commentaires que vous ne trouverez pas dans la grande presse. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je ne suis pas Charlie. Tout à l'heure, en déjeunant avec mes amis, avant de venir ici, je leur faisais observer une chose, c'est que quand on connaît l'adversaire, on peut prévoir quels vont être ses prochains coups. Et c'est pour ça que le titre de cette conférence qui vous a fait venir aujourd'hui, le mondialisme messianique et son utilisation de l'islam, je l'ai conçu il y a environ un mois et demi. Donc on était bien loin des derniers événements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut connaître l'adversaire pour pouvoir ses coups, s'en prémunir si on peut, et surtout pouvoir expliquer ce qu'il y a derrière l'apparence des choses. Bon, alors, je vais commencer par la conférence telle qu'elle était bâtie avant les événements, et puis ensuite on reviendra au cœur du problème de ces derniers jours. En commençant cette conférence, j'avais commencé par faire référence aux événements récents du Moyen-Orient, tous les actes de barbarie qui s'y produisent. Et je voulais attirer l'attention sur un apparent revirement des États-Unis, du monde médiatique, qui, après avoir soutenu tous ces mouvements terroristes de Al-Nusra plutôt, à l'État islamique, le Daesh dont on nous parle, maintenant nous disait « mais ils sont épouvantables, c'est ceci, c'est cela, ce sont des monstres, etc. etc. » Et je me disais, c'est tout de même curieux, on commence par fabriquer des terroristes à l'appel, comme il l'avait fait avec Al-Qaïda, et maintenant on vient nous dire « mais ce sont des monstres ». Et quels sont les monstres? Quels sont les monstres? Ceux qui les ont fabriqués? Frankenstein ou sa créature? Ainsi, au-delà d'un islam fanatique instrumentalisé par le monde occidental, sioniste, c'est la main qui dirige cela qui nous intéresse. Le reste, c'est un épiphénomène, une présentation frauduleuse que l'on cherche à nous faire croire. Et une première question se pose. Si l'islam est aussi criminogène qu'il apparaît, d'après ce que l'on dit, d'après les faits que l'on porte à notre connaissance, pourquoi est-ce que nos gouvernements successifs, qu'ils soient libéraux ou socialo-marxistes, continuent à nous imposer une immigration croissante? Ça va être cohérent quand même. Si cette population est criminogène, il faut couper les pompes aspirantes. Il faut arrêter l'immigration. Or non. Non seulement du temps de Sarkozy, ça a pris une ampleur invraisemblable avec plus de 200 000 immigrés par an. Mais dernièrement, on sait que, et c'est l'ambassadeur de France en Algérie qui s'en félicitait, on en était à 300 000 de visas accordés. Alors vous voyez cette duplicité de nos gouvernants. D'une part, on vous dit « Ah, mais les islamistes, c'est ceci, les islamistes, c'est cela », et on vous fabrique ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, et d'un autre côté, tous les jours, on nous envoie chez nous des milliers d'immigrés nouveaux qui vont être le terreau de ces terroristes. Alors, ce qu'il y a de très curieux, c'est que quand on observe bien les choses, cette opération date déjà de plusieurs mois, pratiquement une bonne année. Ça a commencé par tout ce que l'on nous a dit sur les filières djihadistes de Français musulmans ou de Français de souche tout simplement convertis à l'islam, qui partaient faire la guéguerre en Syrie.
Syrie, c'était pas contre Al-Qaïda, contre l'État islamique ou Al-Nosra. Non, c'était contre Bachar el-Assad. Et rappelez-vous, j'ai à plusieurs reprises posé la question, c'est curieux, comment se fait-il qu'ils vont en Syrie et qu'ils n'aillent pas, ne serait-ce qu'en Palestine, pour aider leurs frères palestiniens pour combattre Israël. Donc là, vous voyez encore que tout cet axe d'action est dirigé à la fois contre la Syrie de Bachar el-Assad avec ses filières et islamistes qu'on nous présente, et cette utilisation, je reviens au titre de ma conférence, cette utilisation d'un certain islam. Alors, bon, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière aussi. On comprend que depuis la décolonisation gaullienne et l'appauvrissement dramatique des ex-territoires de l'Empire français, les populations dans les pays se sont considérablement appauvries, cherchent à venir en France, l'affreux colonisateur, pour survivre. Mais en même temps, et en fait c'est le même phénomène qu'avec le prolétariat, ce que les communistes ont fait avec le prolétariat, ils ont utilisé le prolétariat comme masse révolutionnaire contre les nations. Et aujourd'hui, le communisme ayant disparu parce que son rôle était terminé, vous savez ce que j'en ai déjà dit à l'époque, on utilise l'islam comme nouveau monstre à agiter aux populations. Je vous ferai observer, une boule de source par rapport à ce que je viens de dire, c'est que les deux individus qui ont le plus poussé à l'aggravation de l'immigration sont messieurs Nicolas Sarkozy, juif par sa mère, et petit-fils d'un grand rabbin de Salonique qui a été un des premiers sionistes. Le deuxième, Manuel Valls, déjà quand il était ministre de l'Intérieur, et ça se poursuit maintenant avec le Premier ministre. Les deux ont donc les mêmes origines, et on voit donc comment le judaïsme se sert de ces pions pour nous envahir, pour nous détruire, mais en même temps, et je reviens sur ce point, on dirait que pris de panique, ils se disent « Ah oui, mais d'accord, on les fait venir, bon, ils vont probablement nous aider à détruire le christianisme et les traditions de la France chrétienne, mais en même temps, ils deviennent un danger pour nous. Alors, que faire pour retourner l'opinion publique? Et vous avez l'affaire, entre autres, de Charlie Hebdo. Mais c'est fabuleux, cette démarche intellectuelle. C'est... Je ne sais pas comment qualifier ça. Mais j'espère que vous comprenez la contradiction dans leur démarche. D'un côté, on pousse l'immigration, puis brusquement, on se dit « Ah oui, mais cette population devient antisémite, ça va être dangereux pour nous. » D'où la progression de l'Aliyah. Vous savez ce que c'est que l'Aliyah? C'est le retour des Juifs en Israël. Encore faut-il qu'ils passent le test ADN pour être admis. Donc, vous voyez cette perversité. Ils sont pris entre deux feux, entre leur besoin, leur désir de détruire la France chrétienne, ce qu'elle représente dans le monde de par son histoire, et la peur qui commence à s'installer devant le monstre qu'ils ont créé. Je vais passer sur un élément que je voulais traiter un petit peu, je y ferai simplement un petit peu allusion, c'est de faire remarquer que depuis le début, depuis l'émergence du christianisme, le judaïsme s'est toujours servi de l'islam contre cette émergence du christianisme. J'ai signalé à plusieurs reprises ce livre absolument fondamental de Hanna Zacharias,
qui s'est attaché à faire une comparaison de textes entre les textes du judaïsme et un certain nombre de textes des sourates de l'islam. Donc, la partie où je vous faisais différentes citations, je vais la passer, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. De toute façon, vous trouverez ça probablement dans le prochain numéro de la politique, je vais y revenir. Mais je tiens bien à vous faire observer que depuis le début de l'émergence du christianisme, le judaïsme a instrumenté des populations locales que le judaïsme n'arrivait pas à convertir sous son nom au travers d'un homme, Mahomet, qui en tant qu'arabe faisait passer la doctrine judaïque sous une forme camouflée. Il faut savoir ça. Il faut que les musulmans sachent comment ils sont instrumentés par le judaïsme depuis des siècles. Et cela s'est vu au travers de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, depuis les conquêtes arabes de la péninsule ibérique jusqu'en France, financées par les Juifs d'Afrique du Nord, l'émergence du protestantisme, jusqu'au jour où d'ailleurs Luther s'est retourné contre eux. Il y a des textes de Luther extraordinaires d'antisémitisme, jusqu'à la fabrication de la maçonnerie, qui est une création juive, vous le savez, vous qui avez lu mon livre « La maçonnerie », vous savez très bien comment j'ai démontré la chose sur base des propres textes juifs et francs-maçons, qui revendiquent l'ascendance, la filiation talmudique et kabbaliste de la maçonnerie. Donc à chaque fois, il y a eu un élément fabriqué par les Juifs pour essayer de détruire le christianisme. Et on en arrive aujourd'hui avec ce que vous savez de cette immigration imposée pour nous submerger. On n'a rien en tant que tel d'accueillir tel ou tel migrant venant de pays divergents. Il y en a qui peuvent parfaitement se font dans la communauté nationale. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'on fasse cela par avalanche, parce que ça devient inassimilable. Et je mets en garde, la première vague d'immigration venant du Maghreb vont être elles-mêmes victimes de cette nouvelle avalanche qui tous les jours pousse un peu plus. Les premiers arrivants vont être victimes à leur tour. Je tire l'attention là-dessus. Je vais citer un texte que j'ai trouvé dans Rivarol dernièrement, d'un garçon qui écrit régulièrement d'ailleurs dans Rivarol, qui s'appelle Jean-Michel Vernochet. Et j'ai trouvé que son texte valait la peine d'être cité parce que ça rejoint exactement mon analyse. Alors je vous donne la citation, enfin l'origine, c'est dans Rivarol du 18 décembre 2014. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait parfaitement lui aussi compris l'utilisation de l'islam par le sionisme, et il rejoint ce que j'ai décrit dans mon livre « Le complot mondialiste ». Il observe très justement que si l'on se donne la peine d'aller consulter les innombrables docteurs de l'islam, dont les travaux sont accessibles sur la toile, on s'aperçoit que le wahhabisme, l'idéologie des égorgeurs du Daesh, constitue une véritable rupture épistémologique par rapport à la tradition islamique classique. Une rupture par rapport à la tradition islamique classique. Il s'agit, poursuit-il, d'une hérésie schismatique que les savants musulmans, mais aussi les intellectuels laïcs arabes, désignent sous le terme de Djahal, dont la traduction la plus exacte serait l'antéchrist. Donc vous voyez comment certains milieux musulmans comprennent très bien que l'on instrumente une partie de leurs frères pour un but qui n'est pas nécessairement celui de l'islam. Il y a une double lecture, et on pourrait faire le même genre de lecture par rapport au christianisme.
Rappelez-vous, quand le protestantisme émerge, les massacres perpétrés par les protestants contre les catholiques, qui aboutit en réaction à la Saint-Barthélemy, on pourrait dire aussi qu'une fraction du christianisme s'est déchirée et qu'ils ont été barbares les uns avec les autres. Nous sommes quasiment dans le même cas de figure. Il faut toujours, si on veut comprendre les choses, replacer les choses dans leur contexte. Alors, j'imagine d'ici un certain nombre d'imbéciles qui disent « Ah ben, Ploncard d'Assac, il vire à l'islam maintenant. » Avant de juger des choses, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et comprendre pourquoi certains clans, certaines tendances peuvent être instrumentalisées dans un but donné qui ne correspond évidemment pas du tout à ce que nous défendons. Donc c'est pour ça que ce texte de Vernochet m'intéresse, parce qu'il va très justement pointer du doigt la démarche qui est faite par le judaïsme pour utiliser une partie de l'islam contre nous. Et il dit « L'islam est à l'évidence multiple, à commencer par ses différentes interprétations jurisprudentielles de la loi coranique, dans laquelle se trouve, il est vrai, le pire comme le meilleur. » On peut en dire autant du christianisme. On peut en dire autant du christianisme. Ce que je rappelle justement de ce qui s'est passé entre les protestants et les catholiques de l'époque. Je vous rappellerai aussi que certains catholiques ont poussé à l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, sous prétexte que ce n'était qu'un protestant converti. Est-ce qu'on doit s'en féliciter ? Alors il ne faut pas se draper dans nos convictions sans faire un petit peu d'autocritique aussi. En tout cas, j'imagine d'ici la tête qu'a dû faire le marin de Bernard Anthony quand il a lu le texte de Vernochet. Il a dû grandir de quelques pouces, lui qui n'est pas très grand, il a dû faire quelques sauts de cabri. Bon, cessons de rire, mais en tout cas, que ce soit les Anthony, les Jacques Attali, les Bernard-Henri Lévy et toute la mouvance de la conscience morale de l'Occident sioniste, a besoin d'une certaine image d'un islam criminel pour jeter les catholiques aux côtés d'Israël. Vous devez comprendre cette démarche. Nous sommes instrumentés. Et tout cela de façon à imposer Israël comme grand défenseur de l'Occident pour pouvoir parvenir à la gouvernance mondiale. Si je vous dis ces choses-là qui de prime abord peuvent peut-être surprendre ou choquer certains, c'est que quand on examine un petit peu certaines figures de l'islam, du monde arabo-musulman, il y a tout de même un certain nombre de figures que nous avons pu soutenir ou que nous soutenons encore, et je vais vous donner quelques exemples. Quelques-uns qui ne sont plus là, malheureusement. Je voudrais vous rappeler la figure de Gamal Abdel Nasser, qui a été un nationaliste arabe, qu'on peut appeler laïque si on veut, mais avec lequel on pouvait parfaitement s'entendre. Et c'est une tradition de nationalisme arabe qui ne nous dérange absolument pas, parce que nous avons exactement les mêmes ethnies. Le malheureux Saddam Hussein. Qui était Saddam Hussein? Un bon musulman, curieusement d'obédience sunnite, ce qui paraît un petit peu contradictoire parce qu'aujourd'hui, ce sont surtout les sunnites qui sont acharnés contre les chiites et contre les alaouites de Bachar el-Assad, et donc alliés avec Israël et avec les États-Unis. C'était
C'était une dérogation à une certaine loi, apparemment. Et il faut rappeler que sous Saddam Hussein, les catholiques vivaient en paix en Irak. Ils n'étaient pas massacrés, comme aujourd'hui. Ils avaient une cathédrale à Bagdad. On n'en a pas autant en Arabie Saoudite. Et le Premier ministre, son Premier ministre, était un catholique, Tariq Aziz, qui, comme Saddam Hussein, a été exécuté par les Américains. Il n'a pas été? Non, il a échappé de justesse, mais non. Bon, bref. C'est curieux. On va vérifier. Bon. Donc, vous voyez comment il peut y avoir un islam compatible, mais évidemment, on a tout intérêt à ce qu'on soit chacun chez nous. Parce que cette politique mondialiste aboutit à quoi? Elle aboutit à fabriquer des déracinés. Déracinés, ça veut dire privé de racines. Et je me rappelle, notamment lors de conférences ici, vous savez que périodiquement, il y a quelques jeunes maghrébins qui viennent, et à une de ces occasions, l'un d'entre eux m'avait dit « Mais nous, on est où dans tout ça ?» Et ils sont où dans tout ça? On en a fait des déracinés. Et la politique que nous prenons, c'est à la fois de couper évidemment ces pompes aspirantes de l'immigration, parce que ce n'est pas viable pour personne, ni pour eux, ni pour nous. Et en même temps, que ce qu'ils peuvent avoir appris chez nous puisse leur servir chez eux. Parce que pourquoi croyez-vous que les pays d'Afrique s'appauvrissent? Il n'y a pas simplement la mainmise du capital international sur leur richesse, mais il y a aussi la fuite de tous les cerveaux qui viennent chez nous. Qui fuit quoi? Il fuit la misère, il fuit l'insécurité. Donc, comment voulez-vous que des pays qui devraient émerger, n'émergent pas, et qui sont pompés par le capitalisme mondial? Pas possible. Donc c'est là que je dis que notre rôle, à nous, nationalistes français, c'est de promouvoir et de guider un islam qui puisse retourner se fixer dans ces terres en collaboration avec nous. Ce n'est pas dans un affrontement réciproque qu'on réglera le problème. Ce n'est pas une compréhension mutuelle face à un ennemi commun. Et alors, le plus beau, si je vous tiens ce discours, je ne suis pas le seul à l'avoir tenu, et probablement, un de ceux qui a tenu ça, probablement de façon beaucoup plus pertinente et directe que moi, était le vice-ministre de la culture iranien. Ça, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Parce que c'est vraiment démonstratif de la compréhension d'un certain islam de ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais citer une fois de plus ce qu'il disait. Ça a été repris, et c'est le seul endroit où je l'ai vu à l'époque. C'était dans le quotidien Le Soir de Bruxelles, le 5 février 1992. Et il avait fait état de sa déclaration qui proposait au Vatican une alliance pour lutter contre l'athéisme, avec cet attendu, en instaurant le nouvel ordre mondial, les forces de l'arrogance mondialiste agissent avec détermination pour éliminer la mentalité religieuse. Donc cet homme qui est musulman, arabe musulman, avait compris le rôle du mondialisme qui nous détruisait tous, eux comme arabes et musulmans, et nous comme chrétienté, d'où son appel au Vatican. Je n'ai jamais connu d'ailleurs la réponse du Vatican. Donc voilà, je crois que quand les uns et les autres, on a ciblé le danger, qui est le nouvel ordre mondial et le mondialisme, et aux ordres du sionisme international, en vue de la gouvernance mondiale, on pourrait faire beaucoup de travail ensemble,
et surtout se prémunir de cette gouvernance mondiale qui n'est autre qu'une dictature mondiale en perspective. Il est toujours bon d'étayer ces propos par des citations de l'adversaire. Un bon exemple du plan messianique, ce texte de Michael Liddon, qui a été un des membres néoconservateurs. Vous savez ce que veut dire le terme néoconservateur. Ça n'a rien à voir avec le conservatisme tel qu'on peut le concevoir, bourgeois, etc. C'est un terme que d'anciens trotskistes juifs américains ont pris pour faire passer leur message plus facilement. Donc c'était un des adjoints de George Bush dans sa politique mondialiste à l'époque, avec le Pentagone, et c'est dans son livre « The War Against the Terror Masters », c'est-à-dire la guerre contre les maîtres de la terreur. Ça a été publié en 2002. Voilà ce qu'il disait. Nous devons en finir avec les régimes terroristes, à commencer par les trois grands, l'Iran, l'Irak, la Syrie, puis nous nous occuperons de l'Arabie saoudite. Nous ne voulons de stabilité, ni en Irak, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Iran ou en Arabie saoudite. Nous voulons que les choses changent. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. Vous avez là tout le programme de déstabilisation des pays du Moyen-Orient, en vue de la constitution du Grand Israël. Rappelez-vous les termes de l'Ariel Sharon que j'ai cités dans le complot mondialiste. Rappelez-vous l'allusion que j'ai faite, je crois que c'était lors de ma dernière conférence, et c'était en tout cas dans la politique, la pièce d'un shekel qui représente le Grand Israël tel que conçu par Sharon. Vous avez la carte qui est marquée dessus. Donc, il l'avoue. Et chaque Israélien qui manipule cette monnaie tous les jours, ça lui rappelle le but à atteindre. Donc, vous voyez, les événements qui se produisent aujourd'hui n'ont rien d'accidentel. Ça correspond bien à une volonté, à un plan longuement étudié, ourdi et mis en application. Alors, je voudrais tout de même revenir sur le titre de ce texte, « La guerre contre les maîtres de la terreur ». Il n'y a pas quelque chose qui vous surprend un petit peu, qui vous choque? Parce qu'en fait, qui instaure la terreur? Sinon les États-Unis à Israël. Quand Israël bombarde les populations civiles au Liban, à l'été 2006, ou dernièrement la bande de Gaza à plusieurs reprises, extermine hommes, femmes et enfants indistinctement, c'est pas de la terreur, ça? Quand les États-Unis bombardaient les villes de Dresde aux bombes au phosphore à plusieurs vagues successives, pour être bien sûr que personne parmi les civils, c'était une ville refuge en plus de ça. C'est pas de la terreur, ça? Les bombes sur Nagasaki et Hiroshima, sur des populations civiles encore, c'était pas de la terreur, ça? Et ils viennent nous dire qu'ils se battent contre le terrorisme. Je ne sais pas si un jour on aura la chance de les pendre haut et court. C'est mon vœu le plus profond. Et ils osent ensuite nous parler de l'axe du mal. Rappelez-vous le 11 septembre 2001. La forgerie que l'on nous a faite à l'époque.
Et vous allez voir la similitude avec les événements de ces derniers jours. Il n'avait rien vu venir. Et pourtant, dans les minutes qui suivaient, on lui disait « Ah, mais c'est un tel et un tel, on a retrouvé leur passeport. » Le problème, c'est qu'en principe, si c'était eux qui l'avaient fait, qui avaient détourné les avions, etc., ben, ils étaient partis en fumée avec les avions. Alors, l'histoire des tours qui s'écroulent, je vais peut-être revenir là-dessus pour ceux qui ne sont pas encore habitués aux révélations que je fais régulièrement dans mes textes et dans mes conférences. On sait aujourd'hui, par des spécialistes de l'urbanisme, architectes de formation, que quand on veut faire tomber un bâtiment droit sans qu'il bascule à droite ou à gauche, devant ou derrière, on mine les fondations. Et c'est pourquoi que ces deux tours que l'on a vus, il y a deux éléments à apprécier. L'impact des avions que l'on nous a montré, mais la chute à la verticale s'effondrant comme un château de cartes, directement, tout droit, tout droit, tout droit. Donc ça ne peut avoir été fait, disent les spécialistes, et vous pouvez aller sur Internet, vous trouverez leurs témoignages. Ça ne peut avoir été fait que par le minage de... Donc là encore, ça a été le point de départ de toute cette campagne de diabolisation qui a permis d'enclencher la guerre contre l'Afghanistan, puis la guerre contre l'Irak, et tout ce qui va suivre après. Ça n'a été qu'un début. Et je voudrais citer, ou je vais le faire de mémoire, parce que malheureusement je suis obligé de le dire à plusieurs reprises, donc ça finit par rentrer. Rappelez-vous le texte de c'était un service de renseignement de l'armée américaine qui, dans le Washington Times du 10 septembre 2001, disait, je vous le cite à peu près de mémoire, le Mossad israélien a la faisabilité de fabriquer des attentats comme si c'était des membres de groupements islamiques. Et on retrouvait la même chose un peu plus tard dans un texte de Francesco Cossica, qui était à l'époque le Premier ministre italien. C'était à la suite de toutes les affaires Gladio. Ça vous dit quelque chose? Si ça vous dit pas quelque chose, vous avez ça dans le complot mondialiste, qui a été déjà la première vague de toutes les provocations faites, toujours dans le même but de créer un choc émotionnel en frappant des populations civiles, femmes et enfants. On a un texte dans lequel ils disent qu'il faut que ce soit les femmes et les enfants qui soient frappés. Ils ont besoin de choc émotionnel pour faire avancer leur pion. Donc, après le 11 septembre, on va aller de façon encore plus flagrante vers de nouvelles provocations. Rappelez-vous un fait qui est passé, qu'on a totalement oublié, pourtant il ne faut jamais oublier les choses. L'assassinat de Hariri au Liban, Premier ministre libanais. Tout de suite, la conscience internationale vous dit ce sont les Syriens. Ce sont les Syriens, ce sont les Syriens, oh, ce sont les Syriens. Ah, bon, d'accord. Et sous la pression, les Syriens se retirent de Syrie. Que se passe-t-il après? L'invasion du Liban par Israël. Et si le Hezbollah libanais n'avait pas réagi aussi durement, et de façon surprenante d'ailleurs, j'ai été le premier surpris, à l'invasion israélienne, eh bien, il est fort à parier qu'Israël en aurait profité pour confisquer une partie du territoire israélien sous prétexte de créer une zone tampon de protection. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a une provocation, un assassinat, dont on essaye de faire porter la responsabilité à quelqu'un que l'on veut éliminer du théâtre des opérations, ce qui a permis à Israël de déclencher son offensive de l'été 2006.
Et je voudrais rappeler aussi une chose qui n'est malheureusement pas connue, et bien sûr, et pour cause, c'est la présence d'unités spéciales françaises en Syrie contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Et je ne sais pas, ceux qui lisent la politique peut-être s'en souviennent, mais on avait signalé sur base de documents que nous avons que 8 militaires français avaient été faits prisonniers par les troupes de Bachar el-Assad il y a environ 1 an et demi. Ça, on ne vous en parle pas. On le trouve parfois dans certaines informations trouvées sur Internet, c'est comme ça qu'on l'a trouvé d'ailleurs, qui viennent souvent d'ailleurs d'une presse musulmane locale, qui eux évidemment n'ont aucune raison de passer ça sous silence. Et puis toujours dans cette démarche, on vous a monté le personnage l'affreux dictateur de Kadhafi. Et puis après, que s'est-il passé? Eh bien, on a fait la peau à Kadhafi. Et qui a fait la peau à Kadhafi? Ah, mais c'est curieux, c'est toujours le clan juif. Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, Cameron, même origine. Et bien entendu, bon, il ne voulait pas, lui, enfin pas à ma connaissance, Barack Obama. C'est comme ça que petit à petit, tous les éléments qui les dérangent, on les met de côté et on déstabilise leur pays. Parce que regardez ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. Et il n'y a pas que la Libye. C'est que les armes que M. Sarkozy avait fournies aux insurgés contre le dictateur Kadhafi se retrouvent maintenant entre les mains de tous ces groupuscules gangstéro-islamiques en Afrique noire. Ce sont nos armes qui tirent sur nos soldats, là-bas. Bravo! Belle politique! Est-ce que vous commencez à comprendre comment vous êtes manipulé? Enfin, je pense que vous, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà une certaine notion. Mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez comprendre autour de vous. Et tout ça, évidemment, n'arrive pas par hasard. On sait qu'il y a de grands stratèges qui ont annoncé ce qu'ils voulaient faire. Mais je voudrais vous rappeler à votre bon souvenir, la doctrine de Henry Kissinger et de Zbigniew Brzezinski dans le grand échiquier. Alors, il y a une chose, évidemment, qui a modifié la donne, c'est la disparition de l'URSS. L'URSS a été très pratique pendant longtemps comme grand épouvantail pour pousser les nations européennes, entre autres, dans les bras des États-Unis. Disparaît l'URSS parce que fondamentalement l'Occident capitaliste avait besoin de s'ouvrir de nouveaux marchés en s'ouvrant le monde de l'Est. Donc il fallait que l'URSS disparaisse. Bon, et une fois que l'URSS et le communisme en principe avaient disparu, il fallait se créer tout de même un autre épouvantail pour faire marcher les gens. Et alors c'est très curieux parce que la nouvelle version de la tactique de Brzezinski s'est inspirée, je vous le donne en mille, de l'islamologue britannique, juif et sioniste Bernard Lewis. Vous pouvez trouver ça sur Internet aussi. Et que préconisait-il? Il préconisait une stratégie islamique dans la zone d'influence russe allant de la Turquie à l'Afghanistan, proposant de balkaniser le Moyen-Orient musulman pour créer de mini-États pétroliers plus faciles à contrôler que les États souverains. Donc vous voyez à quoi sert la tactique de déstabilisation. Faire supprimer les nations constituées, nations arabo-musulmanes constituées, pour pouvoir fabriquer de petits Zululand, si vous voulez, sur lesquels, alors bien entendu, bien choisis en fonction de leur richesse pétrolière ou minière, sur lesquels
le mondialisme peut avoir la main et en tirer les profits escomptés. Mais est-ce que vous ne trouvez pas une certaine similitude avec ce qui se passe maintenant, aujourd'hui en Europe, avec la volonté de fragmentation de nos nations, sous prétexte de régionalisation, bien sûr. Et encore un texte, que vous rappelez le dessin de ces gens-là, celui que j'ai cité déjà à plusieurs reprises, que vous retrouvez dans le complot mondialiste, de Félix Rohatyn, ancien ambassadeur des États-Unis en France, mais aussi et surtout ancien directeur de la Banque Lazare et de la French American Business Council. C'était dans le Wall Street Journal du 7 mai 1989. Voilà ce qu'il disait. Il est temps de penser à l'Europe de façon nouvelle, non plus comme une collection d'États-nations, mais comme une constellation de cités dynamiques et de régions qui doivent être nos clientes. Ce n'est pas de la collaboration, c'est la suggestion. Et de même, rappelez-vous, lors de la guerre contre la Serbie, encore une entreprise de déstabilisation-fragmentation. Ce que disait le général Wesley Clark, alias Kahn, commandant des opérations. Il n'y a plus de place dans l'Europe moderne pour des États ethniquement purs. C'est une idée du XIXe siècle et nous préparons la transition vers le XXIe où nous aurons affaire à des États pluriethniques. Ainsi, en ce qui concerne les pays arabo-musulmans réfractaires au nouvel ordre mondial, le but des États-Unis et d'Israël est d'installer sur les ruines de l'Irak, de la Syrie, de l'Iran, de l'Afghanistan, du Pakistan, même de l'Arabie saoudite, du Soudan, de la Libye et jusqu'à l'Algérie, de micro-califats islamiques sous tutelle américaine. C'est là le plan. Et c'est ça qui explique l'appui apporté par les Américains et par Israël à Al-Nosra et au califat de l'État islamique. Et je voudrais vous rappeler une chose, c'est que leurs blessés, Al-Nosra et l'État islamique, sont soignés en Israël, comme l'ont été les intervenants des troupes spéciales du Mossad et américaines lors de la révolte de Maïdan. Rappelez ça aussi. Vous voyez, quand on connaît tous ces petits détails, tout s'emboîte l'un dans l'autre comme des pièces de puzzle. Je vais revenir sur une chose dont j'ai déjà traité, mais la situation l'impose que je le fasse. On nous indigne, on prétend nous indigner contre l'État islamique de al-Baghdadi, donc le Daesh. Premièrement, je vais encore redire la même chose. Qui l'a fabriqué? Les Américains et Israël. Pour renverser Bachar al-Assad. C'est ça le but. Et s'il n'y avait pas eu la Russie de Poutine pour soutenir Bachar el-Assad, il y a longtemps que le verrou syrien aurait sauté. Et après, on serait passé à l'Iran. Or, qui est Abu Bakr al-Baghdadi? Vous ne vous rappelez pas? Un certain, de son vrai nom, Simon Elliott, un espion juif du Mossad. Et vous voyez comment tout se met en place. Ça, on l'a cité dernièrement dans la politique. Donc la tactique américano-sioniste, c'est toujours la même chose. Créer des personnages, fomenter une situation qui va aboutir à la déstabilisation du pays qu'ils veulent faire dégringoler. Et je vous rappellerai cette fameuse citation d'Ariel Sharon, que je cite dans mon livre. C'était en mai 1993 à la convention du Likoud, et c'est dans Le Monde que je l'ai trouvé. Le Monde c'est un samedi-dimanche
20-21 septembre 2001, et donc après les attentats du 11 septembre. Dans les années qui viennent, la sphère des intérêts stratégiques d'Israël ne s'étendra pas seulement aux pays de la Méditerranée, mais elle doit s'étendre à l'Iran, au Pakistan, au Golfe, l'Afrique, la Turquie. Et on retrouve ce même genre de citation dans le livre de Bernard Granotier, Israël, cause de la Troisième Guerre mondiale. Donc tout ça est documenté, on peut le prouver. Et l'on assiste aujourd'hui à l'action de véritables brigades internationales islamiques, recrutées aux quatre coins du monde, qui de Tchétchénie, qui du Pakistan, de l'Égypte, de Tunisie, puisque ce sont les mêmes quasiment qui font la tournée des pays, on retrouve toujours les mêmes. Et en fait, quand on relie tous ces éléments ensemble, on s'aperçoit que ce plan mondialiste n'est que le résultat de la conjonction entre la politique maçonnique américaine des Skull and Bones, qui est la résurgence actuelle des Illuminés de Bavière, et les plans du judaïsme international. Et cette alliance se fait non seulement du fait de la maçonnerie américaine, mais d'une vision biblique des Américains. Et alors, revenons-en à la situation actuelle en France. Je vous ai fait part tout à l'heure de ce qui m'avait attiré l'attention progressivement sur cette campagne de crainte instrumentée vis-à-vis des djihadistes musulmans ou même français de souche qui partaient en Syrie pour faire la guerre à Bachar el-Assad. Et puis, que s'est-il passé? Il y a eu deux livres qui se sont succédés, dont un d'un certain Éric Zemmour et l'autre de Houellebecq. Alors, c'est comme dans tout, il y a des éléments qui semblent positifs, mais il y a aussi le véritable message qui est caché dans ces livres. Alors, essayons d'analyser. On peut rendre hommage au livre de Zemmour, dans la mesure où il rétablit tout de même la justice historique vis-à-vis du maréchal Pétain, on ne va pas dire le contraire. Bon. Mais c'est tout de même curieux que le même individu qui rend justice à Pétain dresse encore après l'éloge de De Gaulle. Ça ne colle pas. Il faut être cohérent, il faut être logique. Et puis en même temps, que fait-il? Eh bien, il met en garde contre l'islam. On n'avait pas besoin de lui pour être en garde contre l'islam. Je ne dis pas contre l'islam, mais contre l'immigration. Donc là encore, une petite touche supplémentaire. Attention, attention l'islam. Bon, mais d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il ne reproche pas à nos hommes politiques et aux forces qui sont derrière de mener cette politique? Encore une fois, en voilà un qui se plaint des effets sans remonter aux causes. À quoi ça sert? Il masque une partie de la chose. Pourquoi? Et Houellebecq, que fait-il? C'est la même chose. En plus de ça, il fait paniquer les Français avec la probable apparition un jour d'un président de la République musulman. Ah bon? Il préfère un président de la République juif comme on l'a eu? Vous n'avez pas un petit peu l'impression qu'on se fiche de vous? Donc vous voyez tout ça, une montée. Alors, comment expliquer ça? D'une part, on nous impose une vague d'immigration constante, continuelle, de plus en plus importante, et dans le même temps, on nous dit attention à l'islam. Ça ne colle pas. Il faudrait savoir si l'islam est à... Et une information toute récente,
je ne pourrais pas dire qu'elle m'a profondément amusé. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, ça vaut la peine de la citer parce que ça rentre tout à fait dans ce que je dénonce. C'est une information du quotidien libanais L'Orient le Jour, du 4 janvier 2015, tout récent. Ce texte démontre de façon vraiment flagrante la duplicité de la tactique juive du ralliement des catholiques à leur thèse, à leur but. Je dois d'ailleurs tout de même relever que l'Église latine donc, du Proche-Orient s'est élevée contre cette tentative de récupération. Alors, je vais vous citer le texte. En vous faisant remarquer tout de même que cette proposition israélienne aux catholiques intervient au moment où, sans cesse, les rabbins, les instances officielles juives crachent sur le christianisme, etc., etc. Je peux vous faire des dessins. Alors voilà ce que disait ce texte que reprenait donc le quotidien libanais L'Orient le Jour. Israël cultive sa minorité arabe chrétienne pour la convertir à sa cause face aux musulmans. Cette offensive de charme s'est récemment cristallisée par les appels à la conscription volontaire lancés pour la première fois par l'armée auprès des jeunes arabes chrétiens, révélait le quotidien libanais. Réfléchissez bien à cette information. Ça veut dire quoi? Toujours la même chose, utiliser le monde chrétien pour les besoins du judaïsme. Et je vois d'ici la tête de certains juifs se frottant les mains. Quelle jouissance de faire battre les chrétiens contre les Palestiniens. Donc vous voyez, tout ça rentre dans la même logique, dans le même plan, dans la même volonté d'utiliser l'Occident dit chrétien pour les besoins du judaïsme international. Tant qu'on n'a pas compris ce plan messianique du judaïsme, on ne peut rien comprendre à tous les éléments, tous les événements qui s'accumulent tous les jours les uns après les autres. On nous a interpellés dernièrement avec les images de ces malheureux entassés comme du bétail dans les bateaux abandonnés en pleine mer, sans équipage. C'est vraiment l'industrialisation de l'utilisation de ces malheureux qui fuient la terreur dans leur pays. On leur fait payer des sommes astronomiques, on les entasse dans des cargos, achetés à vil prix dans des pays tels que le Libéria ou Dieu sait quoi, et puis ils voguent la galère, c'est le cas de le dire. Mais vous vous rendez pas compte dans quelle sous-humanité nous sommes aujourd'hui? Ce que l'on arrive à faire aux gens pour pas du gain, mais au-delà de cela. Ces malheureux qui fuient, hommes, femmes, vieillards et enfants, pourquoi fuient-ils? Ils fuient une situation qui a été faite par qui? Toujours la même chose. Par qui? Et les mêmes qui ont créé cette situation viennent aujourd'hui nous faire pleurer sur ces malheureux victimes de leur politique. C'est tout de même incroyable. Et vous n'avez pas la sensation d'une rage qui monte en vous? Et vous comprenez l'importance du rappel
de cette citation de ce vice-ministre iranien de la culture qui appelait à l'union entre un certain islam et le Vatican pour se prémunir de cette politique de terreur, de cette politique de barbare. On est en plein dedans. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Nos communautés le comprennent. Bon, je pense que j'ai suffisamment donné d'éléments pour comprendre le pourquoi de la situation que nous vivons. Je vais faire une petite parenthèse en fonction, évidemment, des derniers événements. Quand on apprend l'attentat contre Charlie Hebdo, un certain nombre d'informations vont se succéder dans la presse. Premièrement, on vous dit, c'est un commando de 2 hommes, puis on vous dit 3 hommes, je n'en sais rien, masqués, cagoulés, porteurs de gilets pare-balles, armés de kalachnikov, faisant preuve d'un sang-froid remarquable, des professionnels, nous dit-on. Ils montent à l'étage où avait lieu la réunion, ils liquident tous les individus qui y étaient, et ils repartent calmement, on les voit, lors des séquences que l'on nous a montrées à la télévision, repartir calmement, sans hâte, effectivement, plein de sang-froid. Et à partir de ce moment-là, ce qui semblait être crédible commence à délirer. Parce qu'on nous apprend une chose, c'est que tout de suite on a découvert qui ils étaient, parce qu'on avait trouvé leur carte d'identité dans leur voiture. Ah bon? Ah bon? D'accord. Non mais vous foutez-moi ou quoi? Question. Quand vous montez dans votre voiture, elle est dans votre boîte à gants ou dans le pare-soleil, etc., non? Si vous voulez vous faire faucher la voiture avec votre carte d'identité et être cambriolé après chez vous, oui. Non mais, alors, il y a un petit problème quand même. Des professionnels, froids, méticuleux, s'enfuyant calmement, sans panique, et qui paniquent à tel point brusquement dans leur voiture qu'ils perdent leur carte d'identité. Ça ne vous rappelle pas la légende du 11 septembre? Ils n'avaient rien vu venir, et dans les minutes qui suivaient, on vous disait c'est eux. Et puis après, alors là, c'est le délire qui s'installe, l'hystérie organisée, que vous avez pu voir. On nous dit ils sont en cavale du côté de Reims, on boucle Reims, et puis c'était plus tout à fait Reims, c'était autre chose encore. Et puis il y a différentes versions que j'ai contrôlées avec mes collaborateurs. On nous dit il y a eu ensuite la tuerie dans le supermarché Halal. Caché. Et alors là, les versions sont différentes. Certains disent que les 2 individus en question faisaient partie de la tuerie, d'autres disent que non, ils étaient dans une serrurerie ou je ne sais pas quoi. Une imprimerie. Une imprimerie. Une imprimerie. Donc, il y a eu de tout et le contraire de tout dans toutes ces informations. Et alors, où est la vérité dans tout ça? Et à quoi tout ça a-t-il servi? Alors, la bonne vieille formule, à qui sert le crime? Dans toute enquête policière, c'est la question qu'il faut se poser. Il y a 2 questions à se poser. C'est à qui profite le crime et chercher la femme. Bon, là, apparemment, il n'y avait pas de femme. Bon, vraiment, bien qu'on ne puisse jurer de rien. Si, il y en a une quand même. Oui. Donc, est-ce crédible? Est-ce crédible? À qui profite le crime? Alors, pour quelques suppositions, la puissance islamique, oui, pourquoi pas? Après tout, ces journaleux de Charlie Hebdo ont suffisamment crachoté sur leur prophète, on pourrait le comprendre. Oui, pourquoi pas, c'est possible. Bon.
Enfin, ils ont tout de même mis un certain temps avant de réagir, parce que depuis la fatwa faite il y a tout de même quelques bonnes années, ils ont mis un certain temps pour se décider. Et puis ça sert à qui? Accessoirement, ça sert à M. Hollande, ça sert à M. Valls, qui va apparaître comme M. Muscle, qui a réussi avec sa police menée de main de maître à démasquer tout de suite les affreux terroristes et à les liquider. Et liquider? Ah oui, c'est embêtant ça, parce que dans une enquête policière avec un criminel, en général, la police s'attache à prendre le supposé coupable vivant pour essayer de le faire parler, savoir le pourquoi du comment de ce qu'il a fait, s'il a eu des appuis, ou ceci ou cela. Non, c'est curieux parce qu'à chaque fois, de l'affaire du 11 septembre à l'affaire Mera Ou Oswald. ou Oswald, on liquide, exactement, on liquide le témoin ou le coupable désigné. Donc, pas d'enquête, pas de procès, pas de témoignage géant, pas de délégation gênante. Donc vous voyez comment tout ça se mêle curieusement et donne un curieux éclairage à toute cette affaire. Et puis, à qui cela pouvait-il servir encore? Je vous donne en mille. Au judaïsme international, qui là encore a besoin de créer un choc émotionnel pour pouvoir pousser le monde occidental dans les bras à la fois des Américains et d'Israël pour combattre tous ces pays, non seulement nous combattre nous, mais combattre les pays arabo-musulmans qui ne veulent pas entendre parler du nouvel ordre mondial. Donc ce sont là des intérêts convergents dirigés contre nous tous. Voilà. Donc voilà les quelques commentaires que j'avais à faire. J'ai reçu beaucoup de mails entre le jour de l'attentat et hier. J'ai arrêté hier soir près de minuit à regarder tout ce que je recevais et j'ai reçu 2 mails intéressants avec les liens. Je ne peux pas vous les donner là, mais ce sera dans la politique du prochain numéro. 2 informations intéressantes. La presse israélienne a annoncé l'affaire avant que ce soit connu en France. Deuxièmement, le site sioniste JSS News a été le premier à informer la chose en France. Vous en faites ce que vous voulez. Je dis ça comme ça, l'air de ne pas y toucher. Bon, alors, devant cette situation, je voudrais tout de même réagir au défaitisme d'un certain nombre d'individus qui hantent nos milieux. Vous savez que j'ai mis en garde à plusieurs reprises envers Pierre Hilard du fait de ces attaques que je trouve absolument incroyables, injustifiées vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui est évidemment pas un petit saint, mais qui essaye de préserver son pays, comme nombreux pays arabes d'ailleurs, de ce nouvel ordre mondial qu'on veut lui imposer. Donc les attaques répétées de Hilard sont vraiment très curieuses. Mais à cela se mêle une autre notion qu'il lance dans le milieu, qui s'appelle le survivialisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement, c'est dans l'entretien qu'il a passé à Égalité-Réconciliation, et donc avec Alain Soral, dans lequel il dit que il faut, vu la situation, se réfugier, je cite, dans un endroit secret, isolé, avec moult provisions et des armes. Et des armes. Mais pourquoi ils ne les utilisent pas maintenant? Et est-ce que ça ne vous rappelle pas, tout au moins plus ancien, la même thèse qui circulait au moment de mai 68? J'ai connu des gens qui avaient acheté des petites ruines dans des coins perdus des Alpes
où ils comptaient aller se réfugier en attendant que les choses se passent. Le problème, les choses ne se passent pas si on ne se bat pas. Alors, vous voyez, ça ne va pas. Alors, est-ce que c'est de la bêtise, de la lâcheté intrinsèque, ou bien est-ce que ce que j'appelle, c'est un compagnon de route du mondialisme, désarmer l'opposition en disant, de toute façon, rien à faire. Eh bien, c'est exactement ce que fait un autre individu, Jean Raspail. Jean Raspail, du camp des Saints, exactement, qui a une nouvelle vogue aujourd'hui, du fait de l'immigration qui arrive par tombereau entier. Et je l'ai épinglé dans le dernier numéro de La Politique, Trahison des clercs, parce que, et ce n'est pas récent sa déclaration, petite parenthèse, je n'ai jamais aimé son bouquin Le Camp des Saints. C'était déjà à l'époque un bouquin défaitiste. Il décrivait parfaitement la situation, que nous lisons d'ailleurs aujourd'hui, mais il était déjà défaitiste. Or, dans une déclaration faite au Figaro, du 17 juin 2004, voilà ce qu'il disait. « Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que je crois que les carottes sont cuites, car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé, parce que la situation est irréversible. » Merci. Comment voulez-vous vous battre avec des individus pareils? C'est donc une véritable entreprise de démoralisation que certains entreprennent aujourd'hui. Il n'y a plus rien à faire, vous n'avez qu'à vous coucher. Êtes-vous prêt à vous coucher? Rien, quand on étudie l'histoire, n'est irréversible. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Il y a simplement des volontés qui s'affrontent à toutes les époques de l'histoire. Et ce que l'on constate, c'est que l'on ne survit qu'en combattant, comme avec la maladie. Merci de votre attention. Ah, peut-être pour compléter, je voudrais vous montrer un petit peu la presse. Vous avez dû voir ça certainement aussi. J'ai trouvé que l'énumération de... Ça tourne toujours là? Bien sûr. Alors, voilà, bon, Le Figaro. La France submergée par l'émotion. Pleurez, bonne dame. Le 11 septembre français. Ah, ils ne savent pas si bien dire, mais c'est pas dans le même sens. Le Monde, les week-ends. La folie meurtrière des frères Kouachi. Mais il n'y a jamais eu de procès. On ne sait toujours pas s'ils étaient réellement coupables. Bon. Donc, déjà, ils sont condamnés. Vous vous rendez compte comment c'est manipulé? Est-ce que vous vous rendez compte? Aucune enquête. Et puis alors, nos amis américains, International New York Times, two gunmen sought as France mourns, c'est-à-dire deux tueurs recherchés pendant que la France pleure, avec les images. Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Je suis Charlot. Alors, vous savez, vous ne savez pas, j'espère que vous allez tout de même défiler dimanche avec tous ces braves gens. Vous savez, vous ne savez pas que Cameron sera là, que Riezzi italien sera là, que je ne sais plus qui encore, enfin, tout le beau monde. Donc, si vous voulez faire un attentat, ben allez-y. Besançon, il a dit qu'il ne voulait pas des... Non, mais bon, il faut tout de même rire un petit peu, mais vous vous rendez compte où on en arrive de la manipulation des masses. Voilà, si vous avez des questions, je suis à vous. Alors je pense qu'en simplifiant un petit peu, on pourrait dire que les juifs ont l'argent, mais les musulmans ou les arabes ont
tout à fait la même chose. Ils ont le nombre. En France, il y a 10 fois plus, 20 fois plus d'originaires d'Afrique du Nord. C'est évident. Non, mais on est bien d'accord. Or, c'est également un vrai problème. Mais bien sûr que c'est un problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette masse est instrumentalisée par les Juifs. Alors, je dis que personnellement, je ne choisis pas parce que je pense que vous avez tort. Le l'un est aussi fort que l'autre. Et puis, quant à la manif de demain, moi je dis que, même si je ne suis pas d'accord avec leur laïcisme excessif, il y a une manif dans 2 semaines de riposte laïque, place de la Bourse, ça va bien être entouré, mais allons-y par union nationale, même si personnellement je ne suis pas riposte laïque, parce que je pense qu'eux, ils dénoncent d'une manière plus vigoureuse le danger de l'islamisme. Voilà. Et personnellement, j'irai à riposte laïque. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense totalement le contraire, parce que vous associez à la manipulation. Non, vous pensez. Vous savez, je ne sais pas si... Je crois que j'ai déjà fait allusion à cette espèce de... C'était une caricature, je crois, ou un dessin animé, où on voyait 2 colosses qui s'entrebattaient. C'était, je vous cite à peu près de mémoire, mais l'idée est à peu près la suivante. Donc 2 colosses qui s'entrebattaient, l'un qui supposait être l'Occident, et l'autre la Russie, Poutine, etc. Et il y avait dans le coin un tout petit bonhomme, c'était le juif. Et on demandait au petit bonhomme, mais face à ces 2 mastodontes, qu'allez-vous faire? C'est pas possible, vous allez être écrasé. Et il répondait, non, ne vous en faites pas, parce qu'ils vont s'entre-détruire entre eux, et moi, après, je pourrai venir. Nous sommes dans cette situation, c'est pour ça que je vous dis, monsieur, vous êtes un naïf. C'est ce que j'avais dit il y a des années en Algérie. Oui. Je veux dire que les Iraniens ne sont pas des Arabes. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et deuxièmement, vous avez oublié un personnage qui a joué un rôle invisible, c'est Chirac, qui a fait venir l'immigration et qui a fait la repentance. Vous l'avez pas dit. Oui, non, mais oui. Il y a tellement de choses à dire, mais heureusement qu'il y a les questions pour le rappeler. La régionalisation. De Gaulle avait commencé en 1969. Ouais, bien sûr, et tout part de Gaulle déjà. C'est pour ça que j'ai réagi contre le bouquin de Zemmour, qui dit des choses correctes sur Pétain, mais il fait la lèche à De Gaulle, ça ne va pas. De Gaulle, ils sont oui, mais il porte des coups. Hein? Il arrive que le diable porte pierre. Il arrive que le diable porte pierre, exactement. Tout à fait. Et il arrive qu'une tactique machiavélique se retourne contre l'auteur. Mais là encore, faut-il informer et pas tomber dans le panneau. Oui, monsieur? Parler d'Éric Zemmour, ce qu'on entend souvent dans le milieu, c'est que Zemmour pourrait être un agent d'influence juive ou être manipulé. Bon, lui-même, on sait qu'il est juif. Bon, moi, je connais quelqu'un qui l'avait vu, enfin, qui voyait faire son jogging il y a des années dans Paris. Donc, Zemmour n'avait aucune protection. Quel est votre sentiment? Est-ce que Zemmour est un agent objectif du sionisme? Est-ce qu'il est manipulé ou est-ce que c'est sa sincérité à lui, donc il amène... Ça, je ne peux pas répondre à ça parce qu'on ne peut pas juger les intentions des gens. On ne peut que évaluer ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent. Donc je m'aventurerai pas, ça c'est le bon Dieu qui décidera. Et tout ce qu'on peut constater, c'est que ce qu'il a écrit pousse dans le même sens de la volonté de paniquer les Français face à l'immigration. Mais là encore, qui les fait venir? Moi, je suis médecin. Je suis médecin, chirurgien en plus de ça. Donc, quand je constate une situation, il y a des effets, j'essaye de remonter à la cause et de supprimer la cause, ne serait-ce qu'à la pointe de mon bistouri. Ça. Alors, ces gens-là qui dénoncent un mal, ils pleurent, d'accord, mais la faute à qui? Je ne peux pas dire autre chose, mais en tout cas, je ne jugerai jamais les intentions des gens. Je ne peux dire que, attention, ou vraiment ce sont des nigauds invraisemblables, ou ce sont des compagnons de route. On n'en sort pas. Autre question? Je voulais signaler quand même que dans les cités, on ne peut plus faire de course sur la Shoah. C'est une bonne chose. Mais c'est ça qui leur fait peur. Et c'est ça qui leur Mais fait c'est peur. ça, quand je parlais de Frankenstein tout à l'heure, ils ont créé un monstre. Oui, c'est Golem. Un monstre qu'ils participent à rendre encore plus monstrueux par leur construction. Et ça leur retombe sur la figure. Hein?
Et c'est bien gentil ça, mais n'empêche que ce sont eux qui l'ont créé. Point de la ligne. Monsieur? Plus haut, plus haut. Je voulais souligner qu'il y a déjà eu une collaboration entre l'Europe de l'Ouest et les musulmans dans les années 30 et 40. Ben, vous savez, déjà depuis François Ier. Oui. D'autre part, je trouve aussi les manifestations en ex-Allemagne de l'Est, des gens qui ont supporté Honecker pendant des années sans bouger. Il y a des manifestations dites spontanées en ex-Allemagne de l'Est contre l'islam, qui me rappellent beaucoup, parce que j'ai l'âge de me rappeler de ça, les manifestations spontanées de 68, dirigées par 3 juifs. Ben évidemment. C'est très bien quand même. 3 juifs seulement? Non, mais je ne suis pas d'accord. Qui s'appelait Sauvageau. Pegida, vous condamnez Pegida? Pegida, le mouvement en Allemagne, je pense que c'est très positif. Donc, quelle est votre position sur les écoutez, manifestations alors, en Allemagne? une chose tout de même qui est flagrante, là encore, et vous me surprenez, disons, conférence après conférence. Parce qu'on n'est pas du tout sur la même ligne, visiblement. Bon, ceci dit, discutons calmement. Quelle est la caractéristique de tous les mouvements dits nationaux en Europe? Pardon? Vous l'avez dit? Ils sont tous sionistes. Alors, que l'on dénonce la présence de l'islam, et c'est dommage, enfin c'est tout de même embêtant, je suis obligé de me répéter constamment. On dénonce un islam trop présent, mais qui l'a fait venir? Qui nous les impose tous les jours un peu plus? Alors, il y a une réalité qui est flagrante, qu'il faut corriger. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans mon livre « Le nationalisme français ». Si on veut se prémunir de l'islam, il faut déjà commencer par couper toutes les pompes aspirantes. Supprimer toutes les allocations des individus qui débarquent du jour au lendemain, légaux ou pas légaux, avec des subsides que les Français les plus nécessiteux n'ont même pas. Mais vous n'allez pas simplement vous contenter de pleurer contre l'islam. Il faut condamner d'abord ceux qui nous l'imposent. Et l'islam, on peut collaborer avec des individus, genre le vice-ministre de la culture iranien, ces gens-là ont compris. Il ne faut pas mélanger les choses et pas faire d'amalgame. Le bon. Pas faire le... Bah, bien sûr, il y a les bons et les pas bons. Ouais. Je vais même plus loin. Il faudrait mettre un péage. Plus haut, non, mais que tout le monde en profite, dites-le. Je vais même plus loin, il faudrait mettre un péage sur le Pont Neuf parce que c'est mes ancêtres qui l'ont construit. Quoi, non? C'est la sueur de mes ancêtres. Autre question? Hugues Doré est passionniste. Comment? Hugues Doré, c'est le seul qui soit passionniste. Et joli. Oui, ce qui m'embête, c'est qu'ils font tout de même un petit peu de la provocation avec de l'hitlérisme qui n'est pas... De moins en moins. Bon, bref. Je voudrais quand même répondre sur le problème du sionisme. Personnellement, ma position vis-à-vis du sionisme est la suivante. En théorie, j'approuve le sionisme parce qu'un peuple, une terre, ce que dit Pierre Vial, et je suis d'accord avec lui. Alors, ses positions, c'est un autre problème. Il est païen, je ne suis pas païen moi-même. Bon, il dit un terre, une peuple, il a raison. Ça vaut pour les juifs, en théorie. Ensuite, moi, je ne défends pas l'État d'Israël, contrairement à ce que vous pensez. J'admets la création de l'État d'Israël parce que je pense que ça restaurerait une injustice. Je pense également que, en tant que chrétien, dans la Bible, qui n'est pas le livre des protestants, mais également des catholiques et de tous les chrétiens, il est prédit un retour d'Israël à sa terre. C'est dans les prophéties. Je pense que ça peut tout à fait se défendre, ce n'est pas une interprétation tirée par les choses. Alors moi, si Dieu veut que les Juifs retrouvent la terre comme c'est prophétisé dans l'Ancien Testament, je n'ai pas à m'y opposer personnellement. Et je sais fort bien que les Juifs ne sont pas des chrétiens, je ne soutiens pas l'État d'Israël, je sais qu'il est anti-chrétien et que les Juifs ne sont pas des chrétiens, je ne défends pas les Juifs. Je dis simplement que je n'ai pas à m'opposer au retour des Juifs en Israël si c'est ce qu'a voulu Dieu. Dans les prophéties. Ça d'abord, il faudrait le démontrer, hein, parce qu'il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Oui, mais vous savez que le Nouveau est préfacé dans l'Ancien. Il n'y a pas opposition entre le Nouveau, sans ça l'Église aurait rejeté. Mais si, ah non, alors là je suis d'accord. Parce que s'il n'y a pas opposition, pourquoi y a-t-il un Nouveau Testament? Non, mais il y a un nouveau, mais l'Église reconnaît l'Ancien. Elle lit l'Ancien. Dans tous les dimanches, on lit des passages de l'Ancien. Oui, attention à une chose, c'est qu'on ne parle pas de la même Église. Non, mais dans toutes les c'est l'Église moderniste. Non, pas du tout.
Ésaïe, le livre d'Ésaïe, il prophétise sur Jésus. Donc, bon, alors, je vais vous surprendre. Je suis pour l'État d'Israël, moi aussi. Ah ben alors, on est attendez. Pour une raison très simple, c'est que si on veut se débarrasser de certains, mais si on veut que cet État d'Israël ne soit pas dangereux pour tout le voisinage, il faut cesser de l'aider au point de vue finance et au point de vue armement qui lui permet de bombarder et martyriser hommes, femmes et enfants palestiniens. Je suis d'accord avec vous. Donc, qu'on leur donne un État national, et d'ailleurs c'est pour ça que certains, au début du XXe siècle, étaient d'accord avec l'idée, c'est qu'effectivement ça pouvait être une solution. Le problème, c'est que maintenant ça prend la dimension d'un impérialisme. Bon, si on est d'accord, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais alors les Palestiniens, alors ils sont chez eux, on les vire. C'est pas Dieu qui vire les Palestiniens. Pas sérieux. Bon, allez, autre question. Moi, je suis pas. Oui, je vois un bras, mais oui. Allez-y. Moi, c'est comme ça existe. Moi, je voulais savoir, Attendez, d'abord ici, devant. Oui. Je voulais savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer aussi, un article qui expliquait que Israël tremblerait, entre guillemets, et donc parler par rapport à l'Ukraine, comme quoi il y aurait un projet de foyer. Tout à fait, je connais. Retour. Voilà, tout à fait. Par rapport à l'Empire khazar Alors, l'Empire khazar, c'est encore une autre tarte à la crème. Ça. Parce qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus que des khazars. Ah, comme c'est curieux. Il n'y a pas de formation, puisqu'il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de juifs, il n'y a que des khazars. Ben, tout va très bien, madame la marquise. Non, mais je connais l'histoire, je sais. Or, ce serait effectivement plausible. Parce que, vu les auteurs de la révolution de Maïdan, avec très forte majorité juive, il faut tout de même se rappeler que Yulia Tymoshenko, qui a été présidente de l'Ukraine, est une juive lituanienne. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est effectivement une possibilité, ce qui voudrait dire un État juif à la porte de la Russie. Et ça, Poutine, à mon avis, n'en a pas du tout envie. Et par contre, c'est à ça que poussent les États-Unis, évidemment. Bah, si ça se fait, c'est sa condamnation à mort. Hein. Le prochain coup tordu C'est évident. qu'ils envisagent, avez-vous une idée? Mais la poursuite de ce genre de manipulation. Oui. Hein? D'ici quelque temps, une semaine, un mois, un an, un truc peut-être encore plus effroyable, je ne sais pas moi. Un attentat à Notre-Dame de Paris, comme ça tous les catholiques se jetteront dans les bras d'Israël. Ah, un truc dans le club. Ça ira de provocation en provocation. Repousser les élections, peut-être? Il y a plus de touristes chinois et russes que de... Repousser les élections, c'est une idée intéressante, parce qu'effectivement, les élections, ils risquent de prendre une fameuse culotte, ce qui ne veut pas dire que nous, ça va nous profiter, parce que les autres, ça ne vaut pas mieux. C'est même pire, parce que c'est fait plus en catimini. Oui. C'est pas une mauvaise idée, ça, repousser les élections. D'un autre côté, pour eux, c'est reculer pour mieux sauter, parce qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution. Je voudrais vous rappeler aussi que tout est fait aujourd'hui, que ce soit avec la droite libérale ou avec les socialistes. La France est dépecée morceau par morceau, vendue pièce par pièce. Rappelez-vous l'affaire, bon, entre autres la dernière, c'est l'histoire d'Alstom. Mais récemment, on avait Rida. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble, et c'est contre cet ensemble, parce que ce sont les mêmes qui font cette politique. Donc voilà. Il y a Londres qui est en train de contacter le Qatar pour étendre l'enseignement de la langue arabe. Ah, bien entendu. Avec des finances du Qatar. Bien entendu. Et alors là encore, ce que vous dites là qui est très juste, c'est encore une fois utiliser l'islam contre nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut que le monde musulman comprenne à quoi il sert. Sinon, ils passeront à la casserole, puisque vous avez vu le texte que je vous ai lu tout à l'heure du projet de Brzezinski et de Michael Lydon. Même l'Arabie Saoudite est prévue de passer à la casserole. Alors, il faut qu'ils comprennent. Hein? Sinon,
s'entretuer les uns les autres. Bon, ils seront plus nombreux et ils finiront par gagner, mais leur tour viendra. Ah oui, oui. Oh là là. Et vous avez pas vu une vidéo sur Internet de l'ancien directeur de la police du Donetsk, qui a été arrêté par des mercenaires. Oui, ça me dit quelque chose. Et ils l'ont tenu les bras derrière, égorgé, mais avec lenteur, pour qu'il souffre. Et sa femme était à 2 mètres, assistée à l'égorgement. Ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas le texte. Et c'était des mercenaires. Vous avez ça? Et bien sûr, quand je vous disais tout à l'heure que tous ces mercenaires, parce que c'est le terme justement, qui tournent de pays en pays pour déstabiliser, ce sont les mêmes, ce sont des brigades internationales. Les Femen, c'est un petit peu une brigade internationale. Bien entendu. Le Daesh, tout ça, ce sont des... L'affaire Platon, pareil, en 1944. La même chose. Tout à fait. Exécuté par d'anciens rouges espagnols. Platon. Au niveau atrocité, ils avaient une imagination. Tout à fait. Écartelé entre des tracteurs. Avec des chevaux, avec des Tout à fait. Vous ne pensez pas que ces derniers événements, là, Charlie Hebdo, c'est un petit peu un rappel à l'ordre des États-Unis qui met le haut là sur une Europe où tout va, de toute façon, tout va dans le caniveau. Parce que la Grèce veut sortir de la zone euro. François Hollande plie devant les pressions bon, de alors, Poutine. c'était pas tout à fait ça encore. Mais effectivement, il y a un texte de Hollande, tout récent, disant qu'il fallait que l'Europe arrête ses sanctions économiques contre la Russie. Quelques jours avant... Alors, ça pourrait être effectivement un coup de semonce. Ah. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que ce soit tout à fait ça, parce que d'un autre côté, la situation profite à Hollande. Médiatiquement, ça lui profite. Je ne pense pas que ce soit simplement ça. Oui, mais enfin, c'est un mandat des États-Unis. Oui, allez-y. Moi, je me pose une question sur les... Parlez plus haut pour ceux qui sont... les personnages qui nous... Piero San Giorgio, Michel Drac, qui parlent sur un blackout qui pourrait amener donc cette confrontation, le choc civilisationnel. Est-ce qu'il faut se méfier d'eux alors? Est-ce qu'ils sont là? Vous savez, ce qu'il y a de terrible, quand on analyse les déclarations des uns et des autres, c'est que parfois il y a des éléments positifs, tout à fait valables, avec lesquels on peut être d'accord. Mais d'un autre côté, il y a d'autres choses. Par exemple, prenons le cas de Jovanovic. Dans l'entretien de ce matin, j'ai répondu à une question d'internaute qui me disait « Que pensez-vous de Jovanovic ?» Alors, Jovanovic, sur le plan économique, il dit des choses qui ne sont pas sans intérêt, mais il est tout de même curieux, le personnage. Il passe son temps à cracher sur l'Église, et comme je faisais remarquer, il cracherait sur, disons, une certaine forme de l'Église moderniste, on pourrait le comprendre. C'est pas ça, c'est l'Église en tant que telle de toujours. Alors, quand en plus de ça, on apprend qu'il va réciter des kaddish à la synagogue de Toulouse, on se dit tout de même, c'est bizarre. Et qui a-t-il invité lors de son dernier entretien Qui a-t-il entretenu? Georges-Marc Benamou. Et qui est ce Georges-Marc Benamou? Je vais vous rappeler les choses. Dans sa revue qu'il avait, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelait Globe, numéro 1, il avait dit ceci. Il avait dit ceci. Tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard et cocardier, nous est étrangers, voire odieux. Non, c'est Bernard-Henri Lévy qui a dit ça. Non, Bernard-Henri Lévy, il y a une autre phrase. C'est Benamou. C'est Benamou. Il y a une autre phrase encore de Benamou. Ben dans le complot mondialiste, je cite, il y a toute une liste justement de gentils petits juifs avec le commentaire sur la France et les catholiques. Donc voilà, alors, oui, poser la question, oui, mais un tel, et un tel, oui, il y a des éléments qui peuvent être positifs, mais l'important, c'est la globalité, la cohérence du discours. Parmi les suites possibles, il est question aux États-Unis de déclassifier le rôle de l'Arabie saoudite dans les attentats du 11 septembre. Ben, de toute façon, il n'y a jamais eu de rôle de l'Arabie saoudite dans les 11 septembre. Ben non. Ben non, c'est le Pentagone et le Mossad. Oui.
Le Mossad, écoutez, mais rappelez-vous ce que j'ai cité tout à l'heure, si j'ai bon souvenir, ce service de l'armée américaine qui mettait en cause la veille du 11 septembre le Mossad. C'est pas l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Vous pensez à l'Arabie Saoudite parce que Ben Laden était saoudien. Mais Ben Laden, c'est l'épouvantail qu'on agite avec la petite main qui dirige la marionnette. Jusqu'à présent, c'était pas la thèse officielle. Là, ils veulent mettre en avant une nouvelle Mais thèse. il se passe des choses tout de même curieuses aux États-Unis. C'est un colosse malade. Hein. C'est un colosse au pied d'argile parce qu'il y a tout de même la méfiance d'une certaine élite américaine, y compris dans l'armée américaine, vis-à-vis du pouvoir, est tout de même grandissant. J'ai cité dans le complot mondialiste nombre de gens du renseignement américain ou de l'armée américaine, ou les deux, donc renseignement de l'armée, mettant carrément en cause le gouvernement américain dans l'affaire de ce. Et en plus de ça, leurs affaires raciales ne vont pas s'améliorer. Loin de s'améliorer. Et là encore, c'est tout le drame de l'immigration. Tous ces gens-là, on en a fait des déracinés qui ne sont pas à leur place, qui ne seront jamais à leur place. Il faut en être conscient et dire non, si on veut être vrai et régler les problèmes, c'est pas en se masquant les yeux, en se bouchant les oreilles. Alors le problème, évidemment, renvoyer tous les Noirs américains dans leur pays d'Afrique, c'est une autre histoire, ça. Non mais voilà. Et là encore, c'est quoi derrière? Quels ont été les négriers? Quels ont été les négriers? Et les protestants. La famille Mendès France, notamment. Mendès France, bien entendu. Bordeaux. Et Bordeaux, Mendès France. Bien entendu. Ce qu'on appelle la nation juive, à Bordeaux. Oui, non, Bordeaux, c'est les deux. Quoi? J'entends rien. Du devenir français dans les 2 ans. Bon, je pense pas qu'il se passera beaucoup. Vous parlez de qui? Si Alain Soral parvient à avoir les 500 signatures, ça fait beaucoup de si, et se présente à l'élection présidentielle, il aura donc une tribune. Et là, on peut s'attendre à des trucs, c'est tout de même un drôle de personnage. Hein. Soral. Mais la loi de la... Quoi? Soral, c'est une catastrophe. Si Soral... C'est un drôle de personnage, ça. S'il est à l'élection présidentielle, il est capable de faire des déclarations révisionnistes et de faire remonter les problèmes. Mais c'est pas suffisant, ça, le révisionnisme, c'est un aspect du problème. C'est pas la totalité. Il faut focaliser trop là-dessus. Soral, il croit à l'intégration des immigrés, c'est sa position. Oui, je suis d'accord, là. Certains, mais dans l'ensemble, je ne suis pas d'accord sur la position. On peut intégrer certains, c'est évident qu'on peut intégrer certains. On peut intégrer. Mais d'abord, la nationalité française ne devrait pas être donnée automatiquement. Ça doit être un acte volontaire, et ça doit être accordé en fonction du mérite de l'impétrant. Mais Soral n'est pas un nationaliste. Ça, je suis d'accord. Alors, le plus beau, c'est que Soral a sorti dernièrement, il a repris ce que je dis dans le nationalisme français, disant qu'il fallait que le catholicisme redevienne la religion tutélaire de la France. Alors, bravo, c'est très bien. Simplement oublié de citer d'où ça sortait. J'étais vexé, hein, quand même. Pas trop d'illusions sur le gaillard. Hein. On verra. Bon, fini les questions? Bon. Ah. Sur la manipulation, vous avez dit que c'était un des problèmes les plus importants actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la manipulation? Informer. Justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, les gens viennent de reculer. Oui, ils font des bons en arrière. Ils font des bons en arrière à chaque fois. Alors, on ils essaye font de des leur bons en ouvrir les yeux. arrière, pas tous. Écoutez, on vous a montré des manifestants, et apparemment il y en avait pas mal sur certaines places des villes de France, etc. Est-ce que vous croyez que c'est la majorité des Français? Non, c'est en pleine manipulation, c'est sûr. Mais c'est évident. Mais expliquez alors, croyez pas que vous allez être cru du premier coup, hein, du premier jet. Il faut répéter et donner des exemples historiques. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma conférence aujourd'hui? Je vous ai fait des rappels successifs, les uns après les autres, pour vous montrer que tout ça s'intégrait dans une démarche commune, progressive, pour arriver à un certain but. De toute façon, les imbéciles, on ne les arrange jamais. Et on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on estime être notre devoir. Il ne faut pas partir du principe, comme un certain Raspail et compagnie, que les carottes sont cuites. Ah bon, d'accord.
On arrête, oui. Plus haut. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que l'attentat frère Hollande, ça apparaît comme un échec supplémentaire de Hollande. Le fait que lui qui est chargé de nous protéger contre les attentats en soit incapable. C'est pas faux, mais c'est pas ça qui va sauter en premier lieu dans la cervelle des gens. Ah, ils les ont eus très rapidement. C'est magnifique, quelle bonne police nous avons. Exactement. Qu'est-ce qu'on est bien protégé. Voilà, qu'est-ce qu'on est bien protégé. Une fois que c'est mort. Ouais. C'est une autre histoire. Ouais. Bon, ça va? Parlez plus fort parce que là-haut, personne... Les deux individus de mercredi, oui. Il était suivi et pisté depuis plus de 10 ans. Alors, certains vous disent que non, ils n'ont jamais été... Jamais. Il n'était plus suivi. Non, mais d'ailleurs, en plus de ça, leurs trucs sont pleins de contradictions. Leurs nouvelles sont pleines de contradictions. C'est tout un charabia. Attendez, je crois que j'ai oublié de vous citer quelque chose. Un truc qui m'a sauté aux yeux dans le Figaro. Entrée dans le Turquie, OAS, prison, Lourdes, et quand il parle. Mais bon, vous savez que je ne meurs pas d'amour pour Le Pen. Rappelez-vous de l'affaire de Carpentras. Effectivement, je pense quand même qu'il n'évoquera pas. Mais je veux dire, je pense que donc dans le Figaro, donc c'est le Figaro du 9 janvier, les identités ont été découvertes quasiment aux premières minutes de l'enquête, quand les policiers ont retrouvé avec stupeur la carte d'identité de Saïd. Avec stupeur, vraiment. Des policiers stupéfaits, pour vraiment et aller alors, très loin et dans les alors, jeux de machin, Cazeneuve, qui dit, mais oui, tout ça est confirmé par les analyses génétiques. Bon, mais les tests, les analyses génétiques, le problème de l'ADN, c'est que c'est pas en 24 heures qu'on le... Ah non, bien sûr. Hein, bien alors, sûr. on est en plein mensonge là. Et quand il dit on les a reconnus comme étant les auteurs par les photos, Mais ils étaient ah bon, et cagoulés. comment ils étaient cagoulés? Ils étaient cagoulés. Donc vous voyez, c'est un ramassis de mensonges les uns après les autres. C'est dans le Figaro. Figaro, du 9. Tout à fait. Bon, je sens cette salle en effervescence. Bon, alors, on arrête là. Voilà. Merci.